Comme le dit le lyriciste Bantou, et chez nous, RAP veut dire Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue sur RAP, une émission de 40 minutes où nous allons parler de culture, d'entrepreneuriat et de développement personnel parce que nous avons compris que ce sont ces éléments qui vont nous permettre de développer notre continent, notre pays, vont nous permettre de développer notre pays, le Cameroun, et notre continent, l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons traversé l'Atlantique. Nous sommes allés de l'autre côté chez l'oncle Sam pour rencontrer un enfant de la Menoire. Lui qui est parti de nulle part pour aujourd'hui être l'un des piliers du développement culturel et entrepreneurial du côté de l'oncle Sam. Mais avant de recevoir l'invité, vous connaissez, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le jingle. Bienvenue sur ce plateau. Comme je vous disais en introduction, on va recevoir un mastodonte de la culture camerounaise africaine, aujourd'hui qui est un pilier économique et entrepreneurial du continent africain, ici du côté de chez l'oncle Sam. Mais avant de le prendre, je vais partager avec vous le risque que tu as peur de prendre pourra changer ta vie. Donc, quel que soit ce que tu rencontres en face de toi, mon frère, ma soeur, fonce. Parce que c'est ce risque qui va changer ta vie. De retour sur ce plateau, comme je vous ai dit l'introduction, nous allons recevoir notre invité. C'est qui notre invité? C'est le docteur Laurian Azangué. Cet homme qui est parti du Cameroun et aujourd'hui est un pilier économique, un pilier culturel africain, camerounais du département de la Menoire. Il réside aux USA, chez Oncle Sam, plus précisément au Texas, à El Paso. Nous allons recevoir sur ce plateau le docteur Laurian Azangué pour qu'il vienne nous parler de lui, nous parler de ce succès qu'il a pu aujourd'hui et il est en train de tendre la main à toute la communauté africaine. Docteur Laurian, soyez la bienvenue. Alors, mon ami joueur, comment tu vas? la bienvenue aussi. Merci. Okay. Installez-vous confortablement. Comme d'habitude. Moi, Charlie. Ok. Docteur Laurian, soyez la bienvenue chez nous. Merci. Soyez la bienvenue sur le plateau de rap. Et vraiment, nous sommes contents pour le déplacement que vous avez accordé à l'émission de Rap Réussir au pays. C'est un plaisir et je vous connais depuis un certain temps et j'admire tout ce que vous faites. Je vous suis et je vous encourage et tout ce que vous pouvez me demander de faire, tout ce que je peux faire pour vous encourager, pour encourager la communauté, vraiment, je suis de tout cœur. Voilà, le docteur Laurian est déjà là, est déjà installé sur notre plateau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au docteur Laurian, l'invité, de se prêter à notre jeu. Voilà, donc, on va vous poser des questions. D'accord? Et on veut que vous soyez... Avant de continuer, j'aimerais offrir encore une fois de plus à notre communauté la liste de 500 entreprises. Donc quoi? Donc si tu n'as même pas encore reçu la liste de 500 entreprises, et même si tu as déjà reçu, mets en commentaire 500 entreprises parce que nous réservons toujours une surprise pour nous. C'est la liste de 500 entreprises. On regarde la personne qui a reçu la dernière fois et puis on revient derrière. Bonsoir tout le monde, moi c'est Mbunjili Moïse depuis le Cameroun. Je remercie Papa Kongosa pour tout ce qu'il fait pour nous. Bonsoir Papa Nakongosa. Je viens de télécharger la liste des 500 entreprises et je profite de l'occasion pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous et votre équipe, que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Voilà, tu as vu, tu respectes juste le principe, tu mets un commentaire, 500 entreprises. Et puis, on va te tirer en mon nom.
Et puis, on va partager avec toi. Donc, même juste ces 100 entreprises, on va partager avec toi. OK? Voilà. Donc, on va vous poser des questions. D'accord? Et on veut que vous soyez sincères et vrais. Parce qu'ici, on parle de vérité, on parle de réalité. Ici, c'est de partager notre expérience et nos connaissances avec cette jeunesse de cette génération et la génération future. C'est d'accord, donc? C'est d'accord. OK. Qui est d'abord le docteur Lorian Azangue? Lorian Azangue, c'est le fils de monsieur et madame Zangue, monsieur Zangue Chekajan Bosco, le feu monsieur Zangue Chekajan Bosco, oui, et de maman Zangue Bawa Gedja Joséphine, née à Yaoundé, qui le deuxième d'une famille de 6 enfants, oui, qui a fait ses études principalement à Yaoundé, au lycée de Claire, avant d'immigrer. Je suis père de 5 enfants, ouais, et je vis au Texas, comme vous l'avez dit, et je suis dentiste de profession. Dentiste de profession. OK. On va poser des questions à l'invité. Il ne va pas nous échapper. OK. Donc, d'après vous, c'est quoi l'identité culturelle? L'identité culturelle, ce sont à mon avis, ce sont ces facteurs qui identifient un individu par rapport à qui identifie une communauté. Yeah. Ses coutumes, son langage, sa langue, je veux dire, yeah, ses traditions, son appartenance, même géographique, effectivement, et tout. Donc pour moi, ce sont tous ces facteurs qui font l'identité culturelle. Et d'après vous, est-ce que la culture est un élément pour le développement d'une communauté? Encore à mon avis, oui, la culture est un élément, oui, pour le développement, mais aussi pour la chute d'une communauté. Donc, en fonction de comment cette culture est utilisée, les qualités de cette culture. Oui, pour moi, la culture est très importante pour le développement d'une communauté parce que la culture, la reconnaissance de sa culture, yeah, donne d'abord la fierté, oui, effectivement, la confiance en soi, effectivement, la confiance en soi et puis la solidarité. Connaître d'abord qui on est, oui, voilà. Pour pouvoir évoluer, il faut savoir qui on est. Qui on est déjà. Oui, et encore, quand ici on parle de communauté, pour moi, ce sont des facteurs qui créent la cohésion dans une société. Effectivement. Et donnent des facteurs. C'est plus facile, par exemple, d'apprendre une science, par exemple, en sa langue. Oui. Par exemple, tu vois, avoir apprendre une langue étrangère. Oui, c'est un exemple, par exemple. Mm-hmm. Et puis, reconnaître sa culture, reconnaître ses coutumes, reconnaître ses qualités, mm-hmm, permet d'avoir des programmes ou bien des plans d'évolution qui sont adaptés à nos personnalités. Je dirais même des bases. Des bases, voilà. Des bases pour le devenir. Oui, comme voilà, donc, et est-ce que la jeunesse, parce que ici, nous sommes aujourd'hui chez l'oncle Sam, nous sommes dans la diaspora. Est-ce que la jeunesse de la diaspora, surtout américaine où nous sommes, parce que nous sommes au nord de l'Amérique, plus précisément aux États-Unis, est-ce que la jeunesse américaine, la jeunesse de la diaspora américaine est-elle impliquée dans les éléments, dans les événements ou dans les mouvements culturels? Certainement, il y a une partie qui est impliquée, yeah, c'est peut-être un pourcentage, on aurait voulu que ce soit un plus grand pourcentage, mais il y a des jeunes qui sont impliqués et je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent cela. Il y en a le fait même que nous soyons dans cette société, par exemple. Moi, je me donne l'exemple de ma fille. Oui.
qui me surprend tous les jours. Je ne sais pas où elle a pris ça, mais je ne sais pas si ça vient de moi, mais elle est née ici, elle a 16 ans, elle est allée au Cameroun 3 fois, 4 fois déjà, mais je n'ai jamais vraiment poussé, peut-être je me dis même de façon un peu plus profonde. Il n'a jamais poussé de manière profonde. Il n'a jamais poussé à faire certaines choses, mais je me suis rendu compte qu'elle a développé un intérêt pour sa culture, pour ses origines. Par exemple, j'ai découvert qu'elle avait commandé un drapeau du Cameroun sur Amazon. L'autre jour, elle est venue me poser des questions sur André Marita. Elle devait écrire, faire un sujet à l'école. Et puis, elle a choisi d'écrire sur André Marita et la période de manga. Oui, et elle m'a posé des questions sur ça. J'étais tellement surpris. Et tout le temps, elle me demande est-ce qu'on est au Cameroun encore et tout. Je crois qu'elle tient à s'identifier à une certaine culture. La dernière fois, à l'événement, c'est elle qui m'a fait. Elle m'a demandé pourquoi elle n'a pas d'habits africains, par exemple. Oui, j'étais obligé de trouver des affaires. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Et je crois que c'est être exposé. Parce que moi, je suis dans les activités culturelles, j'essaie, chaque fois partout où je suis, j'essaie d'être impliqué dans la communauté. Et peut-être indirectement, le fait qu'elle soit exposée à ça, le fait qu'elle soit allée au Cameroun, la contaminer. Et maintenant, l'autre point que je voulais ajouter, c'est aussi le fait que je me dis que le fait que certains de nos enfants sont ici, ils sont dans une culture, mais en même temps, ils se retrouvent pas, ils se sentent un tout petit peu mis à l'écart. Et voilà, mis à l'écart. Donc, j'essaie de trouver leur origine, j'essaie de s'identifier à une culture. Et je crois que c'est ce qui se passe. Donc, pour ceux qui ont cette conscience, cette expérience-là, beaucoup de nos jeunes s'identifient à la culture, sont impliqués. Donc, sont impliqués. Donc, je crois que ce sera encore mieux si, par exemple, il y a encore beaucoup plus d'événements, d'opportunités de s'impliquer dans la culture. Il y a d'autres qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas impliqués, juste par manque d'opportunités. Ça va. Cette question, je vais la poser tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais savoir, le pourcentage est faible. Vous l'avez dit tout à l'heure, le pourcentage est faible. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être la société dans laquelle cette jeunesse de la diaspora se trouve, ou c'est un problème dû au mouvement, en fait, au manque d'implication des parents? Est-ce les parents ou la société qui pousse ses enfants à ne plus être impliqués? À mon avis, les deux contribuent, la société et les parents. Bon, d'abord, pour commencer par les parents, pour que les enfants soient impliqués, le plus souvent, il faut que les parents soient impliqués, il faut que les parents soient involvés. Les enfants, par exemple, ici, on a une réunion des Camerounais. Au début, quand j'amenais mes enfants, ils étaient réticents, ils s'ennuyaient, ils regardaient, mais à la fin, ça a un impact sur eux inconscient. Un impact inconscient sur eux. Oui, ils s'identifient à cette culture. Donc, il est important pour les parents d'abord d'exposer leurs enfants à cette culture. Et puis, un autre facteur aussi, beaucoup de parents font ces erreurs-là. Il y a beaucoup de parents, je me suis rendu compte que beaucoup de parents, souvent, par exemple, on a quitté nos pays, notre continent et tout, et on connaît les problèmes de nos continents. Mais il est important de faire cet équilibre-là aux enfants quand on parle de nos origines, parce que beaucoup de parents parlent très négativement du continent, parlent très négativement du Cameroun, des problèmes et tout, mais pas suffisamment des avantages et des plus qu'on a. Donc, j'ai vu des enfants qui se disent qu'ils peuvent aller au Cameroun parce qu'on les a laissés dans les mauvaises pensées, les mauvaises ondes, en ce qui concerne le un jour, je m'amusais, j'ai dit à ma fille que bon, tu vas aller fréquenter au Cameroun. Elle dit que, oh non, là-bas, on fouette les enfants, on fait comme ça. Par exemple, tu vois, c'est des petits trucs comme ça là. Donc, les parents doivent être conscients de ce qu'ils disent aux enfants parce que les enfants intériorisent ça. Oui, ça impacte. Et bon, la société aussi dans laquelle nous sommes, bon, c'est une société assez dynamique, une culture dynamique qui est très, très imprégnante. Il a dit qu'il faut vraiment prendre du recul pour ne pas complètement se noyer dans cette société. Donc, il faut que les enfants aient aussi cette tact-là de pouvoir se retirer, parce que c'est une culture qui englobe, qui envahit, qui absorbe. Donc, dans cette culture, donc ce qui fait que ça peut empêcher, ça peut
réduit l'envie d'implication de la jeunesse, de la diaspora dans notre culture. Et puis parfois, il y a le rejet aussi. Donc, parfois, bien le complexe. Tu vois, il y a des choses assez simples. Tu dis à ton enfant, par exemple, d'aller à l'école avec un repas africain, tu vois, non, un couscous gombo, voilà. Et mon petit anchois, que ça sent des choses comme ça, donc on va se sentir rejeté un peu. Donc, il y a aussi ce facteur-là qui peut aussi impacter. Donc, pour moi, pour conclure, les parents et la société. Et quel peut sortir de cette première partie, et donc, quel est le conseil ou quelles sont les stratégies que nous, parents de la diaspora, pouvons-nous mettre sur pied pour pouvoir impliquer nos enfants ou impliquer la jeunesse de la diaspora dans les mouvements culturels africains? D'abord, il faut qu'il y ait suffisamment de mouvements culturels. Et puis, il faut que d'abord les parents soient impliqués. D'habitude, quand un parent est impliqué et participe, bon, ça vient naturellement. C'est-à-dire que venir avec les enfants, exposer les enfants à cette comme la ABC 2024. Exactement, vous êtes venu pour ça. Vous avez vu, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants. Et puis, par exemple, ils ont fait très bien d'avoir des programmes spécifiques pour les enfants. Et tout, c'est déjà une très très bonne chose. Donc, pour ça, il faut que les parents soient impliqués. Et donc, il faut qu'il y ait des événements, il faut que les parents parlent d'abord en positif aussi de leurs origines. Et puis, bon, je sais que ça peut être coûteux, mais c'est rassurer quand même que les enfants puissent visiter l'origine, visiter le pays de temps en temps. Bon, pour ceux qui le peuvent, quoi. Effectivement, merci Doc. Merci d'avoir entendu et d'être sincère dans cette interview première partie. On va aller rapidement faire quoi? On va aller faire la visite guidée de l'entreprise parce que Doc, il n'est pas juste culturel. Je vous ai dit, c'est un mastodonte de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un pilier pour l'économie du développement du vieux continent. Donc, par votre feu vert, est-ce qu'on peut aller visiter? Pas de souci. Ok. Bon, allez, on va visiter l'entreprise. Vous savez où nous sommes? C'est qui? C'est Papa Joël, c'est Papa Nakongo Joël Bonifo Sango. Où sommes-nous? Je suis quelque part à El Paso. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais aller avec vous. On va visiter un enfant du département de la Menoie, lui qui est quitté du Cameroun et il est arrivé aux États-Unis. Il s'est installé et il a démarré un business très important. Avec lui, on va partager quoi? On va partager son expérience de voyage, on va partager son expérience entrepreneuriale et on va ensuite lui permettre de nous donner les conseils à la grande communauté, comment tu peux faire pour réussir en tant qu'entrepreneur quand tu es du côté des États-Unis ou du côté de l'Occident. Donc, vous allez rapidement me suivre et on va là à l'intérieur pour faire son interview. Allez, on va. Alors, bienvenue à RAP. Ici, c'est West El Paso Dentist, ma clinique à El Paso, Texas. Bienvenue. Merci, boss. Je crois qu'on va vous faire une visite guidée. Absolument. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est la salle de réception. Quand les patients viennent, c'est d'abord ici qu'ils s'asseyent pour attendre leur tour, pour attendre de s'enregistrer. Et ici, c'est le front desk. C'est eux qui enregistrent les patients, c'est eux qui s'occupent de la paperasse. Là, c'est le manager, office manager, Destiny. Et Brianna. Là, c'est Brianna, c'est son assistante. Donc, c'est eux qui enregistrent les patients, c'est eux qui disent aussi au revoir aux patients. Quand les patients passent, c'est eux qui donnent les dernières instructions, c'est eux qui s'occupent des assurances et des paiements, bien sûr. Très important. Là, nous sommes maintenant dans la salle de traitement, la salle clinique. Ici, là, entre seulement ceux qui vont être traités. Les patients, quoi. Les patients, oui. Okay. Les familles restent dehors. Même parfois, bon, on permet aux familles de venir de ce côté-ci. Donc, ça, nous avons un couloir, bien sûr, il y a les toilettes.
De ce côté, il y a au total 7 salles de traitement. Ça, c'est la salle numéro 1. Et donc, comme vous pouvez voir là, on est en train de nettoyer. Un patient vient de partir. Donc, on est en train de nettoyer pour préparer la salle pour le prochain patient. Là, nous avons la salle numéro 2. Il y a un patient qui est en attente de traitement, qui a été anesthésié. Ici, là, c'est salle numéro 3, un autre patient. Au bout du couloir, il y a le bureau des dentistes. Nous sommes 2 dentistes ici là. Enfin, je t'ai présenté une qui travaille ici là quand je ne suis pas là. Ou bien quand même quand je suis là, quoi. Ok. Donc nous avons là une salle complète avec tout matériel à la perfection, à la pointe de la technologie. Ici là, c'est pour le blue, la lumière pour ultraviolette pour le blanchissement des dents. Bon, là, c'est un scanner ici parce que on ne prend plus les impressions manuelles. Là, on fait tous ces scanners par ordinateur pour la fabrication des couronnes, des dentiers, des prothèses. Les scanners. Ça va dire que quand on scanne là, ça envoie directement au laboratoire. L'impression. Le laboratoire nous envoie le match de produit. Ici, c'est la salle de une petite cuisine, cuisine du personnel. Voilà. Good. Ici, c'est le laboratoire, aussi, comme vous pouvez voir. C'est là où il y a la stérilisation, c'est là où on garde certains des équipements. Déjà, tout est prêt. Un laboratoire moderne, oui, pour le traitement. D'accord. Donc, il y a tout de même les appareils photo. Okay. C'est ça. C'est là. Bon. Là, on sort dans le couloir. Là, c'est la salle de informatique. Voilà, informatique et tout ça, tout. Le serveur. Bon, ici, c'est une salle pour le nettoyage des équipements, des blouses, tout ça. Là, c'est une autre salle. Bon, celle-ci, là, de ce côté-ci, souvent, c'est l'hygiéniste qui travaille de ce côté-ci parce que c'est ici on fait le nettoyage des dents, le blanchissement. Et voilà. Le deuxième couloir. Oui, le deuxième couloir. Donc, c'est ça le numéro 5. Je vais vous montrer, par exemple, à quoi ressemble une salle pour entrer. Parce que de l'autre côté, il y a des patients. Bon, donc, ça, c'est bien sûr la chaise dentaire. Le plan moderne avec la lumière ultraviolette aussi. Bien sûr, il y a un écran. Ça, c'est l'écran pour l'opérateur, le dentiste, ou son assistant. C'est là on voit ce qu'il a fait sur le patient, on voit les X-rays, on voit les images, le scanner, tout ce dont on a besoin. Et là, c'est pour l'entertainment. En haut, là, c'est pour l'entertainment du patient. Je crois que, en général, les gens sont très nerveux dans les quand ils arrivent sur le dentiste. Donc, on est toujours fâché dans le dentiste. Tu vois, on allume la télé, on se divertit. Le patient se divertit, regarde un film, presque une fois que le patient veut voir. Pour qu'ils ne sentent pas l'opération se dérouler. Ouais. Enfin, pour déstresser le patient. Ok. Voilà. Ici, c'est une autre salle. Bon, toutes les salles peuvent être fermées. Okay. Ouais. D'accord. S'il y a des patients qui veulent être complètement privés, donc on ferme la salle. Ou bien parfois aussi quand, par exemple, si le patient fait trop de bruit, crie là, des choses comme ça, on peut fermer. On isole la salle. On isole, voilà. Et ça, c'est notre salle ici, c'est l'hygiéniste. C'est elle qui s'occupe de nettoyage, le nettoyage. Le blanchissement des dents. Ok. Donc, ici, c'est le business office, comme on dit. Donc, voilà le scanner. On peut avoir une image 3-dimensionnelle du patient. Image 3D du patient. Oui. Voilà. Et ici, c'est le business office, ce côté-ci. Donc, quand un patient vient pour la première fois, le patient passe par le front desk. On enregistre le patient va dans une salle
où l'assistant prend les radios, les paramètres, tout ça. Et maintenant, on fait un plan de traitement. Bon, maintenant, s'il faut discuter, par exemple, des paiements, de l'assurance et tout ça, le patient vient d'abord ici. Et puis, le réceptionniste s'occupe du du patient. patient. Et puis, maintenant, dès qu'on trouve une entente, tout est clair, le patient rentre dans la salle pour le traitement. Bon, moi, je vais aller voir les patients là maintenant. Ok. Hi, good morning. Good morning. How are you doing? I'm doing good, thank you. I'm Destiny and I'm the office manager here. So I do a lot of the treatment planning and I do go ahead and time manage my doctor and my assistants. I do make sure that everything's running well throughout our office so that way our patients have a really great experience here with us. We really like to welcome our patients when they come in, especially since the office is barely establishing. So any patients that come in, especially new patients, we do like to make them feel comfortable and welcome here, since we do want to go ahead and make this office like someone's recare home, of course. So we are very friendly and very welcoming to new patients. Yeah, they can always come back. So like the way that it works is that we have patients come back every 6 months for their regular checkups. For some patients, it could be a little bit more frequent, like every 3 months. So we're always scheduling accordingly and sending them reminders as to when to come back. So that way we're always in check with them as to when they come back. Well, there's one thing that I always tell them that I like to say. I usually try to tell them, like, you know, when you go to a hospital and you break a bone, it can heal, right? The doctor right there, it'll heal. You put a cast on, it's good. And you come to the dentist, if you don't take care of your teeth cannot heal on their own. They can't. It's the only bone in our body that cannot heal themselves. So that's what I always tell patients, let them know. I was like, you have to be more like, even though that the dentist is really scary, I always tell them like our teeth are really, really important. We only get one set and that's it. And it's way more expensive to replace them than it is to take care of them. And your real teeth are nothing compared to fake teeth. So that's usually what I like to share. It's a scary thing, but it's perspective. I like to put perspective, and after that I kind of follow up with like making them comfortable, like don't feel pressured, but we do encourage that you get this done. We really care about your oral health. So we just make it known that their oral health is super important. Okay, thank you, Destiny. Of course. Last word, your last word for my community. Can you say in French? S'il vous plaît. S'il vous plaît. The only word you know. S'il vous plaît. Je vous aime. Yeah, means I love you. Je vous aime. Okay. All right. C'était un plaisir de vous avoir ici. Merci à Rap d'être passé. Et j'espère qu'on se reverra bientôt au studio. Ok, donc c'est Rap aussi qui vous dit merci. Merci à toute l'équipe. Merci de nous avoir reçus chez vous. Allez, on va rapidement aller du côté du studio pour terminer l'émission. Allez, ciao. Okay. Bye. Ok. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vraiment, donc, félicitations. Good job. Félicitations pour ce chef-d'œuvre que nous avons visité. Merci. Et par la grâce de Dieu, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Vous avez compris? Ce n'est qu'un début. Donc, je me recule un peu. Ce qu'on va faire maintenant, dans cette deuxième partie, on va parler de vous, de votre réussite. D'où est-ce qu'il part aujourd'hui pour être cet homme qui est dans un pays qui n'est pas son pays de naissance et qui aujourd'hui a un mouvement où il ferait une entreprise comme celle que nous venons de visiter. D'où est parti donc pour arriver ici aux États-Unis, votre histoire? Ok. Merci de la question. Pour commencer, pour moi, la réussite, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Ok, donc, qu'est-ce que je veux dire? Je suis dans une famille modeste, avec un père qui était visionnaire, et qui nous a inculqué certaines valeurs. Et ce sont ces valeurs qui, je peux dire, m'ont permis de m'en sortir dans beaucoup de situations, de m'en sortir, enfin, d'être déterminé et d'atteindre mes objectifs, d'être focalisé sur mes objectifs. Dès l'enfance, nos parents nous ont appris
les vertus du travail. Effectivement. Oui. Malgré le fait que mes parents étaient modestes, les deux étaient fonctionnaires. Et puis, Mais on mangeait quand même 3 fois. Oui, on mangeait 3 fois à la maison, on était véhiculés et tout, mais il n'y avait pas, en tant qu'enfant, on ne comprenait pas cette obsession à nous faire travailler, à nous aller faire aller au champ, à nous faire tout à la maison et tout ça. C'est après que tu comprends que ce sont des valeurs qu'on a en train d'inculquer, la valeur du travail. Bon, je fais du corps parti là. Bon, pour parler de moi, je peux faire répondre aux questions. Oui, donc est-il arrivé aux États-Unis, je vais dire c'est l'immigration, est-il arrivé par la voie légale, disons les études, le travail, ou donc est venu comme cela qui traverse le désert pour arriver ici? Non. D'abord, pour commencer, quand j'ai quitté le Cameroun, je ne suis pas venu ici directement. Oui. Je suis passé par le Niger. J'ai eu mon bac au lycée Leclerc à 17 ans. Yaoundé. Oui. À 17 ans, et j'étais supposé aller en Italie. Yeah. Oui. J'ai un oncle avec qui s'est arrangé avec mes parents pour m'inscrire en Italie pour que j'y aille. Mais à la fin, au moment d'y aller, on s'est rendu compte que, comment dire, le Cameroun avait été frappé. Oui. Donc, tout l'argent que mes parents avaient envoyé, tout ça, bien avait été fait. Je ne peux même pas estimer, mais oui, ça fait longtemps. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on nous avait promis n'avait pas été fait. Même le visa, rien. Tout, il n'y avait rien. Wow. Donc, et c'était là, soudainement, je me trouvais dans une situation, mon père se trouvait dans une situation où la rentrée commence. Oui. Je ne me suis pas inscrit à l'université, j'ai pas fait tout parce que moi je savais que le projet de vie tombait déjà. Voilà. Alors, mon Dieu a dit, bon, moi il avait la chance que juste avant, il était allé à la mission au Nigeria. Comme il était un ingénieur agronome, il allait souvent pour des missions. Il a découvert qu'il y avait de très bonnes universités au Nigeria. Et puis, il y avait un de ses amis, un de ses meilleurs amis, dont le fils était aussi basé au Nigeria, qui l'a contacté. Et puis, il m'a dit, bon, tu vas aller au Nigeria, comme ça. Oui. Yeah. Et je me souviens, j'ai dit Nigeria, non seulement je parle à peine anglais, dans un pays où tu ne connais rien de la culture. Bien sûr. Et combien d'années vous avez fait au Nigeria? J'ai fait 7 ans. C'est quand je suis allé au Nigeria. Oui, parce que quand je suis allé au Nigeria, dès que je suis allé au Nigeria, d'abord, j'ai compris comment est-ce que ça fait pour que je sois dentiste. Honnêtement, c'est mon père qui m'a mis ça dans la tête. Yeah. Ouais. J'étais un enfant assez docile, je n'étais pas un enfant normal, mais j'écoutais mes parents. Yeah. Et quand on discutait qu'est-ce que tu voulais faire, moi je pensais à les autres types de rêves là et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de la chirurgie dentaire? On peut voir. Et puis j'ai réfléchi, j'ai commencé à prendre des renseignements et puis je me dis que ouais, je vais être dentiste. Donc ça veut dire que écouter parfois les parents, ça peut être très très très. Donc est-ce que tu peux donner, où la caméra là où? Ça va? C'est ça là-bas? Ok. Il faut prendre le turbon, c'est celui? Ok. Donc, est-ce que tu peux donner le conseil rapidement là-bas à ces enfants, à ce qui concerne les parents? Écoutez vos parents qui ont plus d'expérience que vous et qui voient au-delà de ce que vous pouvez voir. Merci. On continue. Et après 7 ans, comment vous vous retrouvez aux États-Unis? C'est très important que je parle un peu d'abord du Nigeria un peu plus. Oui. Parce que quand je suis allé au Nigeria, je parlais pas anglais. Oui. À peine, bon, c'est l'anglais qu'on apprend ici. Et l'anglais que c'est Dieu qui donne. Donc, ceux qui m'ont accueilli au Nigeria, ils m'ont demandé, bon, maintenant tu es au Nigeria, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi je vais faire la médecine dentaire. Ils ont commencé à rire. Ils ont dit que tu es francophone. Ouais. Il y a des centaines d'anglophones qui sont ici qui n'arrivent pas à entrer en médecine dentaire. Ce que tu veux faire, non, essaie de trouver quelque chose. Il faut oublier. Oublie ça. Oublie l'autre là. J'ai dit, pour le faire plaisir, j'ai dit, ok. Je suis allé prendre des documents pour préparer le concours d'entrée à la médecine dentaire. Oui. Donc pendant que je bûchais, j'étudiais, j'ai donc fait aussi un autre concours pour entrer dans une autre équipe. J'étais admis à faire des sciences actuelles, c'est ma première admission et tout. Et dans une université. Donc, en fait, même quand je partais à cette université-là, que les résultats d'entrée au concours dentaire, de l'école dentaire sont sortis et j'ai vu que j'étais admis.
Donc, je suis allé, c'est déjà le premier miracle que j'ai fait. C'est là que j'ai compris la détermination. Parce que à ce moment, même quand j'ai commencé, j'ai complété la langue, j'ai complété mes études de langue à l'université. En faisant directement l'année préparatoire. Oui, à l'université. Donc, j'ai pu passer le concours avec, en tant que francophone, avec juste l'anglais de base. Et c'est comme ça que, après 5 ans et demi, j'ai fini mes études en médecine dentaire là-bas. Et maintenant, il fallait trouver quoi faire. J'ai d'abord fait une année de travail au Nigeria pendant que je me battais. Et c'est là que j'ai eu la chance que ma soeur, ma petite, était déjà ici. Bon, c'est elle qui m'a aidé, donc je vais faire une spécialisation. Et puis, donc, j'ai commencé à appliquer des écoles et tout. Et puis, c'est comme ça que je suis venu ici, je me suis retrouvé ici en tant qu'étudiant international. Étudiant international. En tant qu'étudiant international pour faire à l'université de Minnesota où j'ai été admis pour un programme de spécialisation dentaire. Je vais dire quelque chose rapidement. C'est-à-dire, le rêve était là. Le projet tracé par les parents était là. Une fois arrivé au Nigeria, l'entourage a failli déstabiliser le projet. Oui, pour dire quoi? Pour dire que parfois, on a une bonne graine, mais qui se retrouve au milieu de la mauvaise graine et qui est tout détruit. C'est-à-dire, écoutez vos parents, écoutez votre cœur, écoutez vos rêves, faites-les confiance et suivez-les, vous allez les réaliser. Donc, et maintenant, une fois aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, encore la même chose, quand je suis arrivé, bon, il fallait faire encore des examens pour entrer dans le programme parce que, en fait, je suis venu en tant qu'étudiant international, mais je n'étais pas directement boursier. Non, pas boursier, pas du tout, non. J'étais admis sous condition. Il fallait que je passe certains examens pour pouvoir entrer à l'école. Il fallait valider ces examens. Donc, quand je suis arrivé aussi, j'ai encore eu ce genre de problème. Il y a un entourage encore. Je me suis retrouvé avec des gens. Et par coïncidence, je me suis retrouvé avec des gens que j'avais rencontrés au Nigeria aussi. Ici. Ah, vous avez retrouvé? Oui, c'est une personne. Et puis, je me rappelle, un de mes amis est venu me voir. Bon, là, tu es maintenant aux États-Unis, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je suis dentiste, je vais être dentiste. Oh, il a encore commencé à rire. Il a dit qu'on connaît des centaines de gens qui sont des médecins partout. Moi, ils sont venus ici, ils n'ont pas vu. Non, ici, là, c'est pas comme ça. Là, il faut oublier ça, il faut être infirmier. C'est ça qui paye ici, là. C'est ça qu'il faut faire, il faut être nurse. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les infirmiers et pour l'infirmerie, c'était pas la voie. Oui, c'était pas ma voie. Et c'est la même chose. Et c'est comme ça que je me suis battu, j'ai fait les examens qu'il fallait faire. Et puis, je suis entré dans le système. J'ai dû rentrer à l'école pour 2 ans. Et après, c'est tout. Vous êtes dans le monde de l'emploi. Oui. Ah, super, félicitations. Mais comment, donc, dans un pays qui est si risqué, avec tellement d'impôts, avec tellement je dirais, tellement de choses, de bâtons dans la roue, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, après avoir travaillé pendant un temps, j'ai travaillé avec des compagnies. Après ma sortie de l'université, j'ai été employé, mon premier boulot c'était à Dallas, j'ai travaillé et tout, et puis je me suis retrouvé à El Paso, comme ça je travaillais. Mais après, je crois que la première fois que j'ai vraiment pris conscience, j'ai toujours pensé au Green Clinic, mais la première fois que j'ai vraiment pris conscience de ça, c'est que j'ai rencontré un mentor ici à El Paso, et puis quand je bavardais avec lui, parce que je travaille avec lui aussi, il m'a demandé est-ce que tu comptes travailler comme ça pendant combien de temps encore? Non. Ouais. Il m'a dit, je sais pas, il m'a dit, est-ce que tu comptes prendre la retraite toujours en travaillant comme ça là? Je lui ai dit que non. Il m'a dit que bon, moi je pense pas, moi en tout cas, je n'ai pas l'intention de faire ça et tout. Il faut qu'à un certain moment donné, je baisse mon niveau de travail. Et puis, et le seul moyen pour nous les professionnels, c'est l'entrepreneuriat professionnel. Effectivement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à considérer cette option et puis je me suis lancé. Ouais. Quels sont les échecs
lors de l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés, quelques difficultés à rencontrer? Il y a plusieurs difficultés. Il y a quelques-unes. Majeures. D'abord, il faut un capital financier. Les deux, même, en fait. Ouais, le capital financier, d'abord, réunir les fonds pour se lancer dans ça. Bon, nous avons l'avantage que nous sommes dans un système assez bien structuré où il y a des options de banque et tout ça. Mais bon, pour être le plus libre possible, c'est pouvoir au maximum apporter son propre capital. Être indépendant. Être indépendant, et tout moins dépendant des décisions financières, des banques et tout qui faut de l'argent à profit. C'est un challenge. Par la grâce de Dieu, ça a été, comment dire en anglais, overcome. L'autre challenge aussi, comme tu as dit, humain. Au début, c'est avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous croyez que les gens sont normaux. Tout le monde est normaux, de passer de trouver les personnes normales. Là, c'est quand vous lancez, là, vous employez des gens et vous vous rendez compte que, mon Dieu, et tout trouver des gens qui ont votre vision, qui ont la compréhension de votre projet, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, c'est très fréquent qu'au début, les premiers mois, là, vous avez un turnover, comme on dit en anglais. Les gens viennent, partent, vous trouvez que vous n'avez pas de bon fait. Bon, avec tout le temps, l'expérience vient, vous savez maintenant comment faire le choix du bon personnel. Voilà. Et puis, le changement de paradigme a dit que passer d'être d'un employé à un employeur. Un employeur. Ça, c'est le chef d'entreprise. Oui, le chef d'entreprise. C'est un challenge. C'est-à-dire que, oui, ce n'est plus qu'il y a un problème, vous laissez les autres. Non, là, il y a un problème, c'est vous. On vous appelle. C'est vous qui devez résoudre ce problème, c'est vous qui devez chercher des solutions. Les gens vous regardent et tout. Donc, c'est ça, ce sont les challenges qu'on a au début quand on a l'entrepreneuriat. Donc, pour sortir de cet entretien, je voudrais savoir, vous qui êtes, ça fait presque 20 ans, aujourd'hui, du côté des États-Unis d'Amérique, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse africaine? Quand je parle de jeunesse, pas seulement des plus petits, parce que même des vieux qui sont encore dans le vieux continent. Quel est le conseil que vous voulez donner? Si un jeune ou un vieux aujourd'hui, au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo, a un salaire de 4 voire 500 000 francs CFA et qui décide d'aller immigrer, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Viens ou ne viens pas? Je ne crois pas que c'est la réponse se limite à ces deux options. Oui. Pour moi, c'est plus la personne, son projet, ses aptitudes, sa situation et tout. Si vous avez 500 000, par exemple, et que vous êtes un ingénieur, vous avez certaines qualifications qui vont rendre votre vie meilleure ailleurs, vous avez des aptitudes qui sont mieux appréciées dans notre pays. Bon, ça va, pour moi, je vous encourage, pas j'encourage, mais je veux dire que ça peut améliorer vos conditions de vie. Oui. Donc, si vous allez partant pour ceux-là qui doivent quitter l'Afrique pour aller se battre à l'étranger? Pas pour tous. Pas tous. Pas tous. Une catégorie. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs à évoluer. Vous êtes marié, vous avez des enfants, quelle est votre situation? C'est ça il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération avant de prendre ces décisions-là. Pour moi, c'est ça. Donc, avant de se lancer dans l'immigration aujourd'hui, toi qui es en train de nous regarder en Afrique, il faut évaluer, il faut regarder, il faut comprendre. Mais je pense que je ne dis rien. Donc, je voudrais que vous vous prêtez à ce jeu pour qu'on conclue. On a l'habitude sur ce plateau de sortir avec sa langue. Pour ne pas dire langue maternelle, mais je pouvais dire sa langue. Et je crois que votre langue, c'est le Yemba. Est-ce que le docteur peut dire, en regardant la caméra, donner quelques mots aux enfants de la communauté menois Yimba qui sont en train de regarder partout dans le monde entier? Quelques mots. Pas moi bien. Zinezu. Je te me conseille pour
Mon digo. Moi, il paie. Comment on dit? Attends un peu. Ouais. Après plus de 30 ans d'ailleurs, c'est comme ça. Le problème, il y a. C'était une technique. Nous conseil pas le conseil, mais c'était une technique. Un bon milieu, nous merci d'être passé sur ce plateau et de vous prêter à l'entretien avec notre équipe Rap Immigration. Merci donc. C'était un plaisir. Merci donc. Okay. Voilà. Et pour sortir, qu'est-ce que je dis? C'était Joël Bonnier, Force Angon. Papa Nakongosa. Je voulais dire quoi pour quitter d'ici? Toi qui nous regardes aujourd'hui, est-ce que tu as pris la bonne décision pour ta vie? Est-ce que tu as pris le risque de vouloir changer pour ta vie? Est-ce que tu as pris le risque de vouloir passer à l'action pour un changement meilleur pour l'avenir et de ton continent et de ta planète? Alors, c'était Papa Joël. Tu partages pour qu'ensemble on puisse grandir, parce que seul on va vite, mais ensemble on va super loin. C'était Papa Joël. Papa n'a pas ça. Allez, tu partages.